Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de l'Interbassin sur l'alternance dans tous ses états. Cette rencontre a pour principal objet de vous présenter les résultats de l'enquête réalisée par les IBFE en début 2021 sur le dispositif de formation en alternance. C'est, nous l'espérons, la première étape d'une démarche réflexive sur les pistes d'amélioration à apporter à la formation en alternance en Belgique francophone. Je me présente, je suis la coordinatrice à l'instance bassin enseignement, formation, emploi de WIWAREM et je vais vous accompagner tout au long de cet événement. Nous sommes très heureux du succès de participation à cette rencontre avec plus de 270 inscrits. Cela tend à démontrer l'intérêt des acteurs de l'enseignement, de la formation et de l'emploi pour le sujet traité. Avant de passer au mot d'introduction, je vais vous rappeler quelques aspects du fonctionnement du webinaire. Il s'agit d'un événement en direct qui est enregistré en vue de réaliser un replay qui sera diffusé rapidement sur le site de l'IBFE de WIWAREM et sur notre chaîne YouTube. Le son et les caméras des participants sont désactivés. Tout au long de la rencontre, nous vous demandons d'échanger vos remarques et ou de poser vos questions via le mode questions-réponses. Après la présentation des résultats de l'enquête, nous avons prévu un confortable temps de questions-réponses pour traiter vos réactions sur ce travail, car nous ne sommes pas en mesure de traiter les questions politiques, tout au plus pourrons-nous les relayer. Nous allons également vous solliciter à diverses étapes du webinaire pour récolter vos réactions via WooClap. Enfin, à la suite de ce webinaire, le rapport de l'enquête sera également diffusé sur notre site et sur le portail des instances bassin. Dans quelques instants, Madame Wibrin, présidente de l'instance bassin de WIWAREM, introduira la rencontre au nom de la coordination des présidents d'IBFE. Elle va présenter brièvement le dispositif Instance Bassin, rappeler le contexte et la démarche à la base de ce webinaire. Je passe la parole à Françoise Wibrin. Merci Laurette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces plus de 250 inscrits à ce webinaire sur l'alternance. Alors, avant de passer concrètement au sujet qui nous occupe aujourd'hui, on voudrait vous représenter très brièvement, même si pour la plupart vous connaissez vraiment bien les instances bassins, mais avec une très courte vidéo, revoir et repréciser quels sont les rôles qui nous sont assignés depuis 2015, février 2015, avec la mise en œuvre et la mise en place des différentes instances bassins, 9 bassins wallons, 1 bassin bruxellois. Donc, comme vous le voyez, différents rôles sont assignés à ces instances bassins qui concernent principalement l'analyse et l'orientation de l'offre et l'émergence de projets concertés à travers tout un travail d'interface, de concertation, de développement de politiques croisées, de formation avec les acteurs enseignement qualifiant, comme l'a bien dit Laurette, la formation professionnelle, l'insertion ainsi que les interlocuteurs sociaux. EFE signifie enseignement qualifiant, formation, emploi. C'est déjà plus clair. Depuis 2015, l'instance bassin EFE poursuit plusieurs missions. Assurer un rôle de concertation et d'interface entre les mondes de l'enseignement qualifiant, de la formation, de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle. Travailler à la cohérence entre l'offre de formation et d'enseignement qualifiant et les besoins socio-économiques du bassin. Développer des projets fédérateurs et innovants qui apportent une plus-value au territoire et à l'ensemble des partenaires. Par exemple, la sensibilisation aux métiers en pénurie et de demain, ou encore l'aide à l'orientation. Pour ce faire, elle invite en son sein plusieurs acteurs, des représentants de l'enseignement, ceux de la formation professionnelle, des représentants de l'emploi et de l'insertion professionnelle et les partenaires sociaux. Jouant un rôle actif d'interface, l'instance bassin EFE favorise la concertation, le dialogue et les synergies entre ces acteurs. En parallèle, elle rédige un rapport analytique et prospectif. Celui-ci permet d'évaluer les besoins en matière d'emploi, d'enseignement qualifiant et de formation et les ressources disponibles sur le territoire. Sur cette base, elle passe à l'action en émettant des avis, des recommandations ou des propositions qui permettront la mise en place de nombreux nouveaux projets bénéfiques pour la région. Concrètement, cela débouche sur la création d'une offre de formation ou d'enseignement, le maintien d'une offre de formation ou d'enseignement existante ou l'adaptation de leur contenu. En bref, l'instance bassin EFE agit comme un constructeur de ponts, d'abord entre les différents acteurs qui s'y rencontrent,
Ensuite, entre les formations existantes et les réalités du terrain, toujours tournées vers l'avenir, et au final, pour le citoyen qui cherche à entrer sans encombre dans la vie active. Voilà, donc après le rappel des différentes missions et du fonctionnement de ces bassins, je voudrais en introduction vraiment recadrer dans quel axe nous avons voulu travailler dans l'instance de WIWAREM au départ et puis avec les différentes instances bassins par la suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les instances bassins sont mises en place en février 2015 et dès 2015, on fixe plusieurs axes principaux, des axes de travail pour ces instances bassins. Ces axes de travail comprennent l'orientation, l'information sur les métiers, l'utilisation des équipements en matière de formation et d'enseignement et qui est un axe vraiment à traiter de façon transversale, l'axe alternance et stage en entreprise. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas que depuis 2015 que l'on parle d'alternance, cela fait vraiment de très nombreuses années que ce sujet est à l'ordre du jour pour les acteurs de l'enseignement et de la formation, mais c'est vraiment un axe qui a été mis en valeur depuis 2015. En 2018, pour ce qui concerne l'instance bassin de WIWAREM, nous avons mis en place ce qu'on appelle un pôle de synergie, donc un pôle qui réunit différents acteurs qui sont des membres de l'instance bassin, mais qui peuvent être aussi d'autres membres qui sont invités à participer à ces travaux en raison de leurs compétences et de tout ce qu'ils peuvent apporter pour améliorer ici précisément le fonctionnement de l'alternance. On voulait vraiment traiter les différentes problématiques qui étaient identifiées en matière d'alternance et de place de stage et recentrer vraiment la réflexion sur l'amélioration de ce système. Alors, quels étaient véritablement les objectifs que nous pouvions poursuivre dans ce pôle de synergie? C'était vraiment d'améliorer le dispositif, parce qu'on se rend compte que l'alternance soit est mal connue, soit est mal vécue, soit représente encore trop souvent une filière de relégation. Pardon. On parlait également dans les années 2018, à partir de 2019 et à partir des déclarations de politique régionale ou communautaire, des états généraux de l'alternance. Et donc, nous pensions aussi pouvoir alimenter ces futurs états généraux de l'alternance. Donc, trouver des pistes pour augmenter le nombre de contrats. Et aussi, une chose qui était vraiment très importante pour nous, c'était de faire remonter les constats de terrain et la perception du dispositif par ces acteurs. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait évidemment travailler avec les gens de notre région, mais que c'était peut-être aussi intéressant de relancer une enquête avec le comité subrégional de l'emploi et de la formation de WIWAREM. Une enquête avait déjà été réalisée à la fin des années 90. Et donc, un groupe de travail s'est mis en place et a essayé de constituer cette enquête à destination donc, des différents acteurs de l'alternance. Quand je parle des différents acteurs, c'est vraiment tous les acteurs, qu'ils soient apprenants, qu'ils soient référents, accompagnateurs ou qu'ils soient tout le monde des entreprises. Alors, pour réaliser cette enquête, donc je viens de le dire, nous avons mis en place ce groupe de travail. Et ce groupe de travail était composé de représentants d'opérateurs d'enseignement, de formation, représentants des secteurs professionnels et représentants d'organisations syndicales. 3 questionnaires ont été élaborés, améliorés, ils ont été vraiment constitués à partir du vécu, ils ont été testés plusieurs fois. Et ces questionnaires comportent à la fois des questions fermées, donc ça, on va vous l'expliquer par après, mais un très grand nombre de questions miroirs. Alors, les questions miroirs pouvaient s'adresser à 2 ou 3 catégories des acteurs et ça nous permettait d'avoir un regard vraiment croisé de toutes les catégories des acteurs de l'alternance, des bénéficiaires, des entreprises, des accompagnateurs, des référents. Un questionnaire a été créé en ligne et à compléter via un lien Internet.
Alors, la méthodologie, je viens déjà d'en parler un petit peu. L'enquête a été lancée auprès des différents bassins. Au départ, nous étions partis du bassin de Wiwarem, mais donc très vite, on s'est dit qu'il fallait partir avec les différents bassins et cela a été accepté lors d'une assemblée générale des bassins en décembre 2020 et l'enquête a véritablement été lancée début 2021 pendant 2 mois. Alors, ce n'est pas véritablement une position politique des bassins, mais il s'agit véritablement du regard des acteurs de terrain. Cette enquête ne se veut pas non plus exhaustive. Elle comporte évidemment beaucoup de résultats et vous allez le voir par la suite. Il s'agit d'une vue qui est partielle, certainement, et qui est en même temps partiale. Qu'est-ce qu'on entend par une vue partiale? C'est-à-dire que dans les questionnaires, on voulait partir des points qui posaient difficulté, des points qui étaient des pistes de réflexion, des points à améliorer et à partir de là, pouvoir dégager des pistes d'amélioration. Mais il ressort qu'à travers les réponses des différents répondants, on dégage également, par exemple, des séries de bonnes pratiques et des choses qui fonctionnent bien. Et donc, à partir de toutes ces réalités de terrain, nous pouvons dégager toute une série de pistes de réflexion, des pistes d'amélioration, des suggestions, afin de pouvoir améliorer le système de formation, afin de mieux connaître le système de formation en alternance. Et donc, cette spécificité, c'est d'avoir pu le faire avec tous les acteurs de terrain et dans le but de stimuler véritablement le développement de l'alternance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, évidemment, vous allez le voir, le nombre de réponses était tel qu'il a fallu un temps vraiment considérable pour traiter tous ces résultats, pour élaborer un essai de synthèse, et c'est cela qu'on essaye de vous présenter aujourd'hui. Donc, le traitement des résultats représente un travail véritablement considérable et un travail qui a pu être mené grâce à la participation de nombreux bassins. Donc, à la fois pour diffuser les enquêtes, on a eu vraiment la collaboration de l'ensemble des bassins, mais également pour participer au groupe de travail, alors qu'on va appeler le groupe de travail traitement des résultats et préparation de synthèse. Là aussi, on a eu la participation à la fois de membres des instances bassins ainsi que d'autres acteurs comme des acteurs qui participent à l'OFA et ça on va vous en parler, dont M. Goreux par exemple et M. Magnette. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire avant de passer la parole aux différents intervenants pour la présentation des résultats? Donc, c'est que véritablement, vous allez le voir, pour nous, cela constitue une mine de renseignements qui pourrait être exploitée à la fois dans le travail des instances bassins et dont sans doute tous ceux qui s'intéressent à l'alternance, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit le monde des entreprises, que ce soit vraiment tous ceux qui sont dans les centres de formation, insertion, etc., que tout le monde puisse véritablement se saisir de certaines pistes et de certaines suggestions également pour pouvoir faire fonctionner encore mieux ce système-là qui représente vraiment une pédagogie particulière à laquelle nous croyons et que l'on puisse la développer. Avant de donner la parole à l'intervenante suivante, je voudrais déjà remercier vraiment en mon nom, mais au nom aussi des présidents et des membres de l'Assemblée des bassins, tous les membres du pôle de synergie de Wiwarem qui ont véritablement lancé tout ce travail. Le travail n'est pas terminé, hein, il s'agit bien d'une étape, d'un moment pour pouvoir aussi continuer la réflexion par après. Remercier aussi, sans nécessairement les nommer, mais ils se reconnaîtront, tous les membres du groupe de travail qui a élaboré le questionnaire. Ils ont fait ça de la façon la plus consciencieuse et la plus professionnelle possible, ainsi que, bien sûr, tous les membres du groupe de travail que j'appellerais traitement des résultats et travail de synthèse, parce que tout ce travail-là n'aurait pas pu être possible sans tous ces efforts partagés. Et là, c'est véritablement un plus aussi de pouvoir travailler à la fois dans un bassin, mais avec les autres bassins en interbassin. C'est ce qu'on essaie de faire depuis plusieurs années. Et je dirais un merci tout particulier à toute l'équipe
de WIWAREM qui a fourni un travail énorme pour que ce webinaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions aujourd'hui. Je vous remercie pour l'intérêt que vous marquez par votre participation et je vous souhaite aussi un bon webinaire. Merci Françoise pour ce cadrage précis et complet. Alors, avant de passer à la présentation des résultats de l'enquête, je sais que vous êtes impatient, mais comme je vous l'avais dit, nous vous sollicitons déjà à l'aide de l'application WooClap. Pour certains qui la connaissent, vous avez déjà reconnu les différents éléments. Nous allons vous demander de répondre à une première question. Alors, 4 façons de participer à cette activité. Je vous conseille quand même d'utiliser votre smartphone pour pouvoir continuer à suivre via votre ordinateur le webinaire. Alors, soit vous scannez le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est la façon la plus rapide. Ou vous vous connectez à l'aide du lien qui normalement doit apparaître dans la rubrique questions-réponses. Donc, vous pouvez la retrouver sur la barre en haut, la bulle avec le point d'interrogation. Vous pouvez également soit taper l'adresse indiquée dans votre navigateur Internet, ou alors, dernière solution, par SMS, vous envoyez le message @ibfhw170522 au numéro 0460 200 711. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois connecté, après avoir mis votre pseudo, de laisser l'application ouverte, car on vous sollicitera encore par la suite lors du webinaire. Donc, logiquement, vous devez avoir apparaître un message avec le logo de l'IBFE vous indiquant de patienter en attendant la question. Nous vous laissons quelques instants pour vous connecter à WooClap. Alors, on va lancer la question. Donc, nous vous demandons en fait de répondre en un mot à la question suivante. Que représente pour vous la formation en alternance? Bien sûr, vous pouvez mettre plusieurs réponses. Normalement, dans quelques instants, le nuage de points s'affiche. Je vois que vous êtes déjà une quarantaine à participer. Ah, ça monte tout doucement. Donc, on voit expérience qui ressort parmi les mots, apprentissage, alternative, pratique, terrain. Ça monte encore un peu. N'hésitez pas à ajouter peut-être des éléments. Il semble, le mot expérience semble ressortir plus particulièrement dans ce nuage de mots qui est quand même un petit peu brouillé. De termes concrets, apprentissage sont aussi parmi les mots qui se dégagent. On va clôturer. Ah, je vois 196 votants. On va peut-être clôturer ici, donc avec ces éléments. Donc, les principales représentations qui se dégagent, c'est les notions d'expérience, de pratique, d'alternative qui ressortent. Un grand merci à vous pour avoir joué le jeu et répondu à cette première question. Et maintenant, nous arrivons à la présentation des résultats de l'enquête. Mes collègues Marianne Marais de l'IBFE de WIWAREM, Michel Marchand de l'IBFE de Brabant-Wallon, Yann Charlier de l'IBFE de Verviers et Françoise Mikils de l'IBFE de Namur vont nous présenter les résultats pour les différents acteurs dans un premier temps et ensuite le regard croisé et les suggestions d'amélioration qui se dégagent. Marianne, je te passe la parole. Merci Laurette. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer par vous présenter le profil des répondants aux 3 questionnaires. Nous reviendrons ensuite sur chaque questionnaire séparément. Démarrons avec le questionnaire référent pour lequel nous avons obtenu 250 réponses. Parmi celles-ci, il y a 73% qui proviennent de CFA, 24% d'IFA-PME et 3% d'autres organismes. Cette différence entre CFA et IFA-PME peut s'expliquer par les normes d'accompagnement qui diffèrent au sein de ces 2 opérateurs. Ensuite, près d'un répondant sur 3 accompagne des sections qui relèvent d'une seule famille de métiers. De même, 1/3 sont multisecteurs avec une proportion plus élevée pour les référents IFA-PME. Il faut savoir que les sections ont été reclassifiées en familles de métiers sur la base de la nomenclature ROM V3 et que multisecteur signifie qu'il y a plus de 3 familles de métiers différentes.
Alors, les 3 familles de métiers les plus représentées en lien avec la section dont s'occupent les référents sont commerce, vente et grande distribution, construction, bâtiments et travaux publics et installation, maintenance. Ces 3 familles de métiers reviennent dans le même ordre pour les 3 questionnaires. Pour les apprenants, nous avons obtenu 2591 réponses. 64% sont de sexe masculin. Pour la répartition des âges, les 18-24 ans sont les plus représentés, suivis par les 15-17 ans. Les plus de 24 ans arrivent en 3e position et les moins de 15 ans sont très peu représentés. En ce qui concerne l'école ou le centre de formation, on voit que 52% des apprenants sont inscrits à l'IFA-PME, 46% dans un CFA, 2% à l'EFP-SFPME et 0,1% dans une MIR. Par rapport à la répartition des genres, on constate que le public masculin évolue principalement dans les métiers de l'industrie, installation et maintenance, construction, logistique ou agronomie, alors que le public féminin, lui, est plus présent dans ceux de la santé, des services aux personnes et à la collectivité, de l'administration et des métiers du support à l'entreprise. Seules les familles de métiers banque, assurance, immobilier, plus commerce, vente et grande distribution, ainsi que l'hôtellerie, restauration, tourisme ont une répartition plus équilibrée. Pour les entreprises, 428 ont répondu au questionnaire. Parmi celles-ci, 350 pratiquent l'alternance et 78 ne la pratiquent pas. Cette disparité peut s'expliquer par le fait que l'enquête a été principalement diffusée via la base de données entreprises de l'OFA. En ce qui concerne la taille des entreprises répondantes, presque la moitié ont moins de 5 travailleurs. Un peu plus d'un tiers ont entre 5 et 49 travailleurs. Les entreprises de plus de 50 travailleurs, comme celles sans travailleurs, représentent chacune moins de 10% des répondants. Si on se penche sur la fonction de la personne qui a répondu au questionnaire, pour 90%, il s'agit de patrons, directeurs ou responsables RH et pour 8%, ce sont des employés. Si on regarde l'opérateur avec lequel ces entreprises collaborent, 72% fonctionnent avec l'IFA-PME, 49% avec un CFA et 13% avec le Forem. Nous allons maintenant aborder le point de vue de ces 3 acteurs de l'alternance séparément, en commençant par celui de l'entreprise. Lorsqu'on pose la question de savoir s'ils ont déjà été informés d'avantages financiers accordés aux entreprises qui engagent des personnes dans le cadre d'une formation en alternance, on constate que si 60% des entreprises qui pratiquent l'alternance se disent informées de ces avantages financiers, la tendance est inverse pour les entreprises qui ne pratiquent pas l'alternance, où seuls 19% déclarent avoir été informés. Par rapport à la formation régulière des travailleurs de l'entreprise, on remarque que plus de 60% des entreprises qui déclarent pratiquer l'alternance disent aussi que leurs travailleurs se forment régulièrement, alors que 13% mentionnent qu'il n'y a pas de formation régulière. Pour les entreprises qui ne pratiquent pas l'alternance, seuls 20,5% d'entre elles déclarent que leurs travailleurs se forment régulièrement. D'où la question que l'on se pose, existerait-il un lien entre la formation régulière des travailleurs en entreprise et la pratique de l'alternance? Petit focus sur le tutorat en entreprise. Pour plus de 70% des entreprises qui accueillent des apprenants en formation en alternance, c'est le patron lui-même qui est le tuteur. Pour près d'un tiers, il s'agit d'un ouvrier ou un employé spécialement chargé de l'accompagnement. Pour un quart, c'est un chef d'équipe ou un contremaître. Pour 38% des entreprises, les tuteurs ont suivi une formation de tutorat. Une grande majorité de ces mêmes entreprises disent qu'il n'y a pas d'aménagement spécifique pour les tuteurs dans leur entreprise. Et quand il y a des aménagements prévus, ce sont des heures spécifiques qui sont citées ou des défraiements, mais en moindre mesure. Et nous avons remarqué que plus la taille de l'entreprise augmente, plus la proportion d'entreprises qui prévoient des aménagements augmente également. Penchons-nous sur la perception par les entreprises de l'utilité de la formation au sein des écoles ou centres de formation. Pour 2/3 des entreprises qui ont déjà pratiqué l'alternance, le contenu des cours généraux et pratiques professionnelles correspond bien à leurs attentes.
Parmi celles dont le contenu ne correspond pas à leurs attentes, la majorité des remarques portent sur la formation en tant que telle. Manque de connaissances de base, de pratiques professionnelles, les cours qui ne correspondent pas à la réalité du terrain et un manque d'évolution technologique. Parmi les autres raisons, on retrouve la complexité de certains métiers comme la fiscalité, la spécificité de certaines entreprises comme un restaurant libanais ou la méconnaissance du contenu des cours. Lorsqu'on regarde les problèmes et manquements des apprenants dans la formation et les savoir-faire comportementaux, toujours du point de vue des entreprises, on relève que pour 21% de celles-ci, il n'y a pas de problème. Pour quasi la moitié, cela relève du savoir-être de l'apprenant, comme la motivation, l'investissement, le respect de la hiérarchie, la ponctualité, la politesse, la maturité, la concentration ou encore la rigueur. Pour 14%, cela se pose en termes de formation. À nouveau une différence entre la réalité de terrain et la théorie, un manque de pratique, de connaissances de base, de théorie, de cours généraux trop basiques. Ici, nous avons demandé aux entreprises ce qu'elles attendent ou attendraient d'un centre de formation. Nous leur avons proposé des items et elles pouvaient en choisir plusieurs. Nous constatons que plus de la moitié des entreprises qui pratiquent l'alternance attendent principalement que les apprenants soient un minimum préparés pour l'entrée en entreprise. Arrive en deuxième position le souhait qu'il y ait une évaluation régulière de l'apprenant avec le responsable de l'entreprise et en troisième position, une articulation entre formation théorique et pratique du métier. Pour celles qui ont mentionné d'autres attentes, on retrouve pour la formation le souhait de plus de rigueur, plus de sévérité avec les manquements et plus d'exigence. En ce qui concerne le savoir-être, le souhait est de sensibiliser au rendement, au fait qu'ils doivent s'intégrer à l'entreprise et plus de motivation. En comparant les réponses des entreprises qui pratiquent et celles qui ne pratiquent pas, on relève des différences. Pour celles qui ne pratiquent pas, la principale attente est de pouvoir obtenir toutes les informations concernant l'engagement et proposer des apprenants préparés un minimum pour l'entrée en entreprise. L'attente de l'évaluation régulière des apprenants avec le responsable d'entreprise est la réponse la moins fréquemment citée alors qu'elle arrive en deuxième position pour les entreprises qui pratiquent l'alternance. Venons-en à la motivation des entreprises à pratiquer l'alternance. Ici aussi, nous avons comparé les réponses en fonction du fait si l'entreprise pratique ou non l'alternance. Pour celles qui pratiquent, les deux raisons principales qui les ont motivées à prendre un apprenant sont le fait de former un apprenant et le fait de former du personnel adapté à son entreprise. En revanche, obtenir des avantages financiers n'est cité que par 9% des entreprises. Quant à celles qui ne pratiquent pas l'alternance, elles se disent plus motivées si elles pouvaient obtenir des avantages financiers. Enfin, quels sont les freins des entreprises à pratiquer l'alternance? Pour les entreprises qui pratiquent, un tiers ont coché « pas concerné ». On suppose que la raison est qu'ils font de l'alternance et sont donc convaincus du système. Pour 31%, la raison viendrait du fait qu'ils ont déjà vécu une mauvaise expérience. Pour 29%, ce serait parce que les apprenants n'ont pas les codes professionnels. On constate également que les items concernant le salaire et le coût financier sont faiblement cités. Quant aux entreprises qui ne pratiquent pas l'alternance, les freins ne sont pas les mêmes. Ce qui les fait principalement hésiter est que l'entreprise n'engage pas de personnel actuellement, suivi par le fait que les apprenants ne sont pas assez qualifiés et enfin qu'ils n'ont pas les codes professionnels. Pour un quart de ces entreprises, le salaire de l'apprenant est trop cher en fonction de son rendement. Et voici pour la présentation pour les entreprises. Merci Marianne pour cette présentation très claire et dynamique des principaux résultats de l'enquête entreprise. Et à nouveau, on vous met à contribution pour répondre à une question. Toujours la même façon de procéder, avec peut-être privilégier le QR code ou la question, le lien qui est disponible dans la rubrique questions-réponses de l'événement. Alors, ici, en fait, pour les plus rapides, vous voyez sûrement le message vous indiquant de patienter, voir déjà la question s'afficher. Donc, nous lançons la question. Il s'agit donc de répondre en 2 ou 3 mots maximum à la question qui est de savoir ce qui vous a le plus interpellé
dans la présentation des résultats des entreprises, là, à nouveau, vous pouvez mettre plusieurs résultats. Je ne vois pas encore apparaître le nuage de mots. J'espère que vous avez tous réussi à vous connecter, donc comme tout à l'heure, que vous aviez bien laissé votre application ouverte, ce qui était plus facile. Alors, se superpose, c'est à peu près d'égale valeur. Il n'y a pas beaucoup de personnes pour le moment qui ont répondu. Méconnaissance du dispositif, déficit de soft skills, savoir-être manquant, positif, suivi, apprenant qui ressort très fort dans le nuage de mots, apprenant et entreprise, mauvaise expérience est pointée, surprenant, sans surprise par contre, comme quoi les avis sont partagés. Méconnaissance de l'alternance ressort aussi. Là, les mots sont en train de se mélanger, difficile de pouvoir voir. Tutorat, savoir-être, qui ressort aussi. Donc, méconnaissance, savoir-être, entreprise, qui ressort, ainsi que apprenant. Eh bien, je vous propose de passer à la suite de la présentation des résultats. Et nous allons découvrir le point de vue des référents avec Michel Marchand. Michel, nous t'écoutons. Oui, merci Laurette. Donc, concernant la perception du dispositif de l'alternance, les référents en ont une vision très positive. C'est pour certains la meilleure solution pour l'apprentissage d'une pratique professionnelle. C'est la certitude de se former à un métier et de trouver rapidement un emploi. Et parfois, entre guillemets, la dernière chance pour des jeunes à qui le système classique ne convient pas. Je vais détailler ces propos. 33% des réponses concernent le fait que le dispositif permet l'apprentissage d'un métier ou l'acquisition d'une pratique professionnelle. Pour 27% des réponses, il s'agit d'une très bonne solution pour certains jeunes, lesquels, par exemple les jeunes en décrochage, motivés à apprendre un métier. Le dispositif leur apporte une approche concrète et différente. C'est également pour 15% une formation très valorisante pour les jeunes et une belle initiative. Un certain nombre de référents pensent que le dispositif apporte une insertion progressive dans la vie professionnelle grâce par exemple à la confrontation à la réalité professionnelle, grâce aux expériences variées en conditions réelles. C'est un dispositif qui permet un tremplin à l'emploi. D'autres référents pensent également que la méthodologie du dispositif est particulièrement adaptée aux besoins des apprenants. En effet, l'approche est différente et plus concrète. Elle mène à une possibilité de certification. Il y a également une nécessité de valoriser ou revaloriser le dispositif d'alternance dans la société. Par exemple, en homogénéisant les certifications, car trop souvent, ce dispositif est perçu comme une filière de relégation. On constate malgré tout quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Par exemple, la conciliation entre le travail en entreprise et la formation en centre. Certains référents avancent la nécessité d'adapter le dispositif. Par exemple, les équipements sont à moderniser dans certains centres de formation. Enfin, concernant plutôt les problématiques rencontrées avec les apprenants, citons le manque en matière de concernant les problématiques rencontrées avec les apprenants, citons le manque en matière de compétences transversales, c'est-à-dire des codes professionnels ou comportements adéquats en milieu professionnel, les codes sociaux, le savoir-vivre ou ce que l'on nomme habituellement comme des savoir-être de base. Il s'agit par exemple des capacités en communication, le respect des règles, le fait de faire partie d'une équipe, la régularité, la rigueur, travailler à un rythme soutenu,
La conscience de la réalité du monde du travail n'est pas toujours suffisamment acquise. Certains référents citent le manque de motivation et d'adaptation au monde du travail. Il s'agit par exemple du manque d'intérêt, c'est-à-dire d'investissement, d'études, ou le fait que certains métiers soient vécus comme pénibles. D'autres référents évoquent le manque de structure, d'encadrement au niveau familial. Il s'agit par exemple de situations familiales compliquées qui entraînent des situations de décrochage. À ce propos, les référents soulignent le rôle important qu'ils occupent. Certains proposent un plan d'accrochage spécifique du jeune. Ajoutons également le manque de projets ou les difficultés en matière d'orientation des jeunes. En effet, parfois, l'orientation vers l'alternance fait suite à des difficultés scolaires, à des échecs. Notons aussi les difficultés à trouver un stage dans certains secteurs. Par exemple, certains jeunes manquent de mobilité. Et ces difficultés sont en lien également avec les exigences élevées du monde du travail. Enfin, certains jeunes véhiculent une représentation tronquée du monde du travail. Par exemple, ils manquent de connaissances du métier avant d'opérer un choix de projet professionnel, ce qui entraîne des désillusions à la suite des contraintes vécues en entreprise. Enfin, quels seraient les inconvénients pour les apprenants? Le fait que le dispositif d'alternance souffre encore trop souvent d'une image négative dans la société constitue un inconvénient pour ces jeunes. Certains référents soulignent le fait que pourtant ce dispositif n'est pas une solution adaptée à tous, ce n'est pas plus facile. Alors, concernant les problématiques rencontrées avec les entreprises, le fait de ne rencontrer aucune problématique particulière a été cité dans 11% des réponses. Des problèmes relatifs à la gestion de la formation et l'attitude de l'entreprise ont été évoqués dans 24% des réponses. Alors, il s'agit par exemple d'un manque de rigueur administrative ou un manque de disponibilité pour ce suivi administratif. Les difficultés à récupérer des documents complétés, par exemple, ont été citées également. Alors, d'autres types de problèmes concernent la formation en elle-même. Par exemple, certaines entreprises ne tiennent pas compte du plan de formation ou ne respectent pas le plan de formation par rapport aux activités réelles de l'entreprise. On constate parfois un décalage entre les cours, les profils de formation et la réalité de l'entreprise, en tenant compte des évolutions technologiques utilisées par celle-ci. Alors, certaines entreprises souhaiteraient être davantage impliquées dans l'évaluation. Toutefois, les référents constatent dans certains cas des difficultés à les impliquer de manière générale. Alors, des difficultés sont relevées par rapport à la réalisation de certaines unités d'acquis d'apprentissage. On constate également que la communication et la confiance entre acteurs sont encore à construire. Des référents évoquent le manque de pédagogie de certains tuteurs. Enfin, 9% des réponses soulignent les exigences élevées des entreprises par rapport aux jeunes. Celles-ci seraient en attente d'expérience, de dynamisme, de motivation, de polyvalence, etc. Par rapport à la fréquence des rencontres avec les apprenants en entreprise, selon 26% des référents, les rencontres avec les apprenants ont lieu une fois par mois. Dans les autres cas, d'autres fréquences sont avancées. Les visites tous les trimestres sont évoquées pour 51% des réponses ou encore 4 à 5 fois par an. La fréquence est variable en fonction des situations, du plan de formation ou à la demande. Et dans l'idéal, 44% pensent que ces visites devraient avoir lieu une fois par mois ou toutes les 6 semaines. Cela est à adapter en fonction de toute une série de paramètres qui sont l'âge, la durée du contrat, si un problème particulier se présente, la prise en compte des besoins spécifiques des parties prenantes, les absences, etc. 50% proposent des délais plus longs tout en s'adaptant à la situation, en fonction des difficultés qui se présentent, des situations de décrochage, etc. Ou en fonction des demandes et étapes clés du parcours. Par exemple, les moments d'évaluation du parcours, des compétences acquises en apprentissage,
Alors, le fait de ne pas passer trop souvent est aussi considéré comme une preuve de confiance vis-à-vis du patron. Il existe dans certains cas une alternative, comme un coup de téléphone, par exemple. Mais certains référents indiquent qu'il manque de personnel en place pour envisager d'augmenter la fréquence, étant donné la charge de travail. En effet, le nombre de jeunes pris en charge par un seul référent ainsi que la charge administrative sont des facteurs de blocage. Concernant la fréquence des rencontres du tuteur avec l'apprenant, celle-ci devrait être pour 36% des référents tous les jours, pour 17% une fois par semaine, pour 14% une fois par mois. Il est constaté que le jeune doit être accompagné, mais ne l'est pas toujours par le tuteur désigné dans le contrat d'alternance en tant que personne de référence. Le jeune est formé par d'autres personnes en fonction des savoir-faire à acquérir. La fréquence est variable en fonction du degré d'autonomie, de la progression et des compétences du jeune. On constate également une différence entre la fonction de tuteur désigné par le contrat et la fonction de la personne qui accompagne l'apprentissage. Pour ma part, j'ai terminé par rapport au point de vue des référents. Je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole à Yana qui va vous parler du point de vue des apprenants. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Nous allons à présent nous intéresser au point de vue des apprenants. Dans un premier temps, passons en revue les choix de l'alternance et les choix de l'entreprise. Pour les apprenants, la principale raison évoquée en ce qui concerne le choix de l'alternance est que ce système leur convient mieux que le système classique, et ce pour 67% d'entre eux. Les deux autres raisons principalement évoquées sont d'ordre plus pragmatique. Les apprenants considèrent que l'alternance leur offre des possibilités d'emploi et que ce système leur permet de gagner de l'argent. D'autres raisons sont également décrites par les apprenants, comme le fait d'acquérir de l'expérience, d'apprendre sur le terrain, d'obtenir un diplôme ou encore d'entrer dans la vie active. Les raisons du choix de l'entreprise par les apprenants sont très intéressantes. La mobilité est la première raison du choix, à savoir la proximité avec le domicile de l'apprenant. De plus, on peut noter que 85% des apprenants la trouvent facilement, cette entreprise. Si l'apprenant éprouve des difficultés, c'est principalement en raison d'un souci de mobilité. Une autre information intéressante est qu'ils aiment y rester dans l'entreprise trouvée. Près de 3/4 des apprenants considèrent qu'apprendre son futur métier au sein de la même entreprise tout au long de leur alternance leur permet d'avoir une formation plus complète. Dans les autres raisons du choix de l'entreprise, l'apprenant est également influencé par la renommée de celle-ci lorsqu'il a plus de 18 ans et par le fait de connaître le patron. Les conseils venant du centre de formation jouent un rôle principalement chez les apprenants plus jeunes. Intéressons-nous à présent aux avantages et aux problématiques relevées par les apprenants. L'élément principal qui ressort des réponses des apprenants lorsqu'on les interroge sur les avantages de l'alternance est le fait d'apprendre un métier directement par la pratique en entreprise avec des professionnels. Sont également souvent mis en évidence le fait de pouvoir bénéficier d'une formation pratique sur le terrain en complément de la théorie et la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle. En parallèle, certains apprenants mentionnent comme avantage qu'ils apprennent plus rapidement et ou plus facilement en entreprise qu'en sorte de formation. Finalement, ressort le fait de gagner de l'argent, d'avoir un salaire. Certains précisent tout de même qu'il s'agit de gagner de l'argent tout en se formant ou en apprenant un métier. Lorsque nous nous penchons sur les quelques problématiques rencontrées, l'inconvénient le plus fréquemment rapporté par les apprenants est la perte des congés scolaires pour 40% d'entre eux. Le fait d'avoir moins de temps pour soi, de travailler lorsque certains copains sont en congé. Vient ensuite la rétribution, estimée trop faible pour 20%. En troisième lieu, c'est le rythme fatigant qui est mis en évidence. La problématique des horaires est aussi évoquée, avec la nécessité de se lever tôt, de prester des heures supplémentaires, de travailler le week-end ou encore d'avoir des cours qui se terminent parfois tard. Il semble parfois difficile pour l'apprenant de combiner les horaires scolaires et les horaires en entreprise. Terminons ce passage chez les apprenants par la vision qu'ils ont de leur encadrement.
85% d'entre eux disent avoir un tuteur en entreprise. Et pour la moitié d'entre eux, il s'agit du patron. La fonction du tuteur est ensuite le plus fréquemment assurée par un chef d'équipe ou par un contremaître. Il est à noter que 2% des apprenants précisent toutefois qu'ils n'ont pas de personne attitrée ou encore qu'ils ne savent pas quelle est la fonction de leur tuteur au sein de l'entreprise. Selon 79% des apprenants, la rencontre avec le tuteur est quotidienne. Presque tous les apprenants s'estiment bien suivis dans la formation en entreprise. Cela semble être lié à la fréquence soutenue des suivis du tuteur. Parmi les apprenants, 83% estiment que le travail qu'ils effectuent au sein de l'entreprise leur permet d'acquérir toutes les compétences requises à la pratique du métier. 87% disent que l'encadrement de la formation en alternance est suffisant. Parmi le très peu d'apprenants qui s'estiment insuffisamment suivis, les raisons avancées sont le manque de disponibilité des différents acteurs et l'absence de suivi. La majorité des apprenants estiment que la formation théorique leur permet d'effectuer leur travail en entreprise. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils estiment qu'il existe un décalage entre ce qui est vu à l'école et ce qui doit être réalisé en entreprise. Je passe la parole à présent à Madame Mikkels, qui va aborder les regards croisés et les suggestions d'amélioration. Merci Yana. Bonjour à toutes et à tous. Même si les entreprises, référents et apprenants partagent globalement une vision positive du dispositif de l'alternance, les réponses reçues à certaines questions montrent qu'il y a tout de même des différences dans leur perception, notamment en ce qui concerne le vécu en entreprise. Par exemple, lorsque l'on pose la question du temps nécessaire pour qu'un apprenant soit productif en entreprise, près de 80% des apprenants considèrent qu'il faut moins d'1 an, alors que près de la moitié des entreprises considèrent quant à elles qu'il faut 1 an ou plus. Si l'on interroge les 3 acteurs de l'alternance sur ce qui se passe dans le cadre de la formation en entreprise, on s'aperçoit que la perception des référents est globalement plus positive que celle des apprenants. Ils sont, par exemple, proportionnellement plus nombreux à considérer que l'apprenant échange souvent avec d'autres ouvriers ou employés pour effectuer son travail, que l'apprenant doit réaliser un ensemble de tâches, ou encore que l'apprenant doit contrôler son travail. La vision des apprenants se distingue notamment par le fait qu'ils sont nettement moins nombreux à considérer quant à eux qu'ils peuvent réaliser leur travail en mettant plus de temps que le temps optimal, qu'ils reçoivent des instructions détaillées concernant le travail à réaliser ou encore qu'ils sont associés au projet de l'entreprise. Enfin, la vision des entreprises se situe en général entre les deux. Dans les différents questionnaires, entreprises, référents, apprenants, une ou plusieurs questions portaient sur les remarques et suggestions concernant l'alternance. Je vais maintenant vous présenter quelques pistes d'amélioration basées sur les éléments qui nous ont été relayés par les répondants. Certaines recommandations sont communes aux 3 acteurs de l'alternance, d'autres concernent plus particulièrement 2 des 3 acteurs, les entreprises et les référents par exemple. Attention, les suggestions ont été regroupées par thème. Elles ne sont pas classées par ordre d'importance ou en fonction de la fréquence à laquelle elles ont été évoquées. Elles sont reprises telles que relayées par les répondants. Parmi les suggestions proposées, plusieurs concernent le suivi et l'encadrement des apprenants. Il s'agit de revoir les normes d'encadrement dans le sens d'une diminution du nombre d'apprenants à suivre par référent, ainsi que d'une diminution des charges administratives. Cela permettrait un suivi plus régulier en entreprise et une meilleure qualité d'encadrement. Il a aussi été suggéré de mettre en place des formations pour les référents. Formations concernant le dispositif de formation en alternance, les outils de lutte contre le décrochage scolaire ou encore les métiers auxquels se forment les apprenants. Certains référents n'ont en effet pas de formation de base dans les métiers des apprenants qu'ils suivent. Une autre suggestion encore est celle de développer un encadrement spécifique par section. Pour le tutorat, il est proposé de prévoir des aménagements au sein des entreprises, par exemple des heures pour l'encadrement ou encore un défraiement particulier, ainsi que de veiller à ce que le tuteur soit une personne qui connaît bien l'apprenant. En matière de suivi en entreprise, 3 recommandations ont été relayées. Réaliser des évaluations fréquentes de l'évolution des apprenants, des évaluations qui se déroulent en entreprise et sous forme de rencontres tripartites, tuteurs, référents, apprenants.
Il s'agit aussi de prévoir au moins une fois par an la participation du professeur de pratique professionnelle à une de ces rencontres en entreprise, mais aussi de veiller à recueillir l'avis de l'apprenant. Certains ont signalé avoir l'impression que seul l'avis de l'entreprise est pris en compte. En matière de suivi en centre de formation, certains apprenants sont demandeurs que soient prévus des moments de rencontre en face à face entre apprenants et référents, des moments qui se dérouleraient en dehors des heures de cours et des heures prestées en entreprise, par exemple sur le temps de midi. Les autres pistes sont d'avoir un meilleur suivi des retards, des absences et d'améliorer l'encadrement des apprenants en décrochage scolaire, de pouvoir disposer d'un assistant social dans les centres de formation pour prendre en charge les problèmes plus personnels et familiaux rencontrés par les apprenants et améliorer la qualité des outils d'accompagnement et de suivi en entreprise. Des exemples de bonnes pratiques sont parfois évoqués, tels que l'utilisation d'un tableau des tâches à réaliser, déjà maîtrisées, ou encore d'une liste d'objectifs à atteindre. Plusieurs entreprises ont souligné la lourdeur des démarches administratives. Suggestion a été faite que celles-ci puissent être prises en charge en dehors de l'entreprise. Certains référents estiment même que les démarches administratives peuvent faire hésiter ou refuser des entreprises à prendre un apprenant. Ils mettent en évidence l'impression que l'administratif prime de plus en plus au détriment de la qualité et du temps passé à l'accompagnement. Proposition a été faite de créer un pool administratif au sein des centres de formation pour la prise en charge de certaines démarches. Parmi les autres suggestions, citons celle qui consiste à prévoir des aides à l'octroi des primes pour les entreprises, prévoir une période d'essai, libérer des charges administratives pour l'entreprise pour s'assurer que l'apprenant convient, diminuer la charge administrative pour les référents, revoir les modalités d'encodage dans la plateforme OPLA, ou encore simplifier les documents administratifs liés au parcours des apprenants. Concrètement, il a été suggéré d'utiliser des bases de données intégrées, faciles à mettre à jour, qui rassembleraient tous les documents liés au contrat d'alternance, les fiches employeurs, contrats avenants, annexes, évaluation, plan de formation ou encore référentiel de compétences. Quelques entreprises et des référents, mais aussi des apprenants, ont mis en évidence la nécessité d'améliorer les cours et leur contenu. Il s'agit de relever le niveau des compétences et de donner du sens aux apprentissages. En particulier, il est suggéré de renforcer les cours de pratique au sein des centres de formation. Il s'agit par exemple de donner une formation technique plus approfondie, de mettre l'apprenant en conditions réelles, de réduire l'écart entre certains référentiels ou programmes de formation et la réalité de terrain, de mettre en lien ce qui est vu dans les cours avec la pratique en entreprise, de renforcer le lien entre formation générale et formation pratique et de dispenser des cours pratiques par petits groupes. Une autre proposition est de renforcer les cours généraux et théoriques, de les corréler davantage avec les métiers, de proposer des remédiations, de mettre en place des méthodes pédagogiques adaptées ou encore de proposer des cours plus ludiques. Il est suggéré de travailler en équipe pluridisciplinaire par projet, de rendre les apprenants plus acteurs de leur formation, par exemple en permettant plus de création personnelle en atelier pour développer l'autonomie et la prise d'initiative face à un travail. Un élément important relié par tous les acteurs de l'alternance est aussi la nécessité de faire évoluer le contenu de la formation pratique avec l'évolution des métiers, des techniques, des matériaux et des produits. Améliorer les cours, c'est aussi veiller à l'adéquation du plan de formation en entreprise ou avoir plus de souplesse dans celui-ci. Veiller à une meilleure concordance entre les évaluations pratiques en centre de formation et le travail effectué en entreprise, mais également améliorer les moyens matériels dans les centres de formation pour les cours de pratique professionnelle et renforcer l'équipement pédagogique. Il est suggéré notamment de mieux entretenir le matériel, de mettre à disposition des apprenants plus de consommables, de fournir des vêtements de travail dès le premier jour, de disposer plus d'ordinateurs pour certains cours. Les réponses de certaines entreprises et de référents principalement, mais aussi de quelques apprenants, mettent également en évidence la nécessité d'améliorer la collaboration et la communication entre les différents intervenants de la formation en alternance. Une piste serait de renforcer les échanges entre enseignants des cours de pratique professionnelle et entreprises. Pour ce faire, il est bien entendu indispensable de dégager du temps aux professeurs pour aller en entreprise.
Il s'agirait aussi de prévoir plus de participation des entreprises aux évaluations pratiques en centre de formation, à des jurys ou encore à d'autres événements organisés par les centres. C'est aussi mettre en place un journal de bord en ligne pour favoriser la communication et le suivi entre centres de formation et entreprises, renforcer les échanges entre référents et équipes pédagogiques, éducatives, services de tutelle, par exemple en informant plutôt les référents des difficultés rencontrées en centre de formation ou en entreprise par les apprenants qu'ils suivent. C'est aussi veiller à bien informer les apprenants sur les rôles des tuteurs et référents et sur les personnes qui occupent ceux-ci. Un autre thème est celui de la rétribution des apprenants. Elle apparaît comme un élément clé du dispositif pour ceux-ci. Parmi les suggestions reliées à ce sujet, citons augmenter la rétribution pendant la période des congés scolaires lorsque le temps presté en entreprise est plus élevé, payer les apprentis au même tarif que les étudiants, payer des déplacements en voiture entre le domicile et l'entreprise, rémunérer les apprenants en fonction de leur âge, et encore, octroyer des primes aux apprenants en plus de leur rétribution, sans charge supplémentaire pour l'entreprise. Plusieurs suggestions concernent aussi le rythme de l'alternance, les horaires. Il s'agit de rassembler les plages de cours en bloc, par exemple une semaine de cours suivie de 3 semaines en entreprise, de tenir compte des horaires d'ouverture de l'entreprise dans la formation. On sait par exemple que dans le domaine de la boulangerie, le travail de nuit n'est pas autorisé pour les moins de 18 ans. Et encore de revoir les modalités d'organisation des examens en tenant compte des périodes de formation en entreprise et du temps nécessaire pour les révisions. Soulignons le fait que pour les apprenants, la formation en entreprise durant les congés scolaires est un point d'attention important, tout comme la rétribution. La demande a été relayée de pouvoir conserver le même horaire en entreprise durant les congés scolaires que pendant les cours. D'autres remarques et suggestions qui n'ont été mentionnées que par un seul des acteurs de l'alternance sont également disponibles dans le rapport de l'enquête, tels que le souhait de quelques apprenants de pouvoir changer d'entreprise ou aller dans plusieurs entreprises, d'avoir une aide renforcée à la recherche d'une entreprise, ou encore le souhait de certains référents d'avoir des frais de déplacement pour le suivi en entreprise et la prospection. Je terminerai avec une recommandation relayée essentiellement par les référents et entreprises, mais aussi sous-jacente à certaines réponses des apprenants. Cela a été dit, notamment par Madame Vibra en introduction, le dispositif de l'alternance fait en effet l'objet de beaucoup de préjugés et est encore trop souvent perçu comme une filière de relégation, comme le maillon faible de l'enseignement, comme un choix par obligation ou encore une alternative pour ceux qui n'aiment pas l'école ou sont en décrochage. Or, les acteurs de l'alternance mettent en évidence le fait que l'alternance est un dispositif de formation avec ses spécificités pédagogiques, mais qui offre de véritables débouchés et favorise l'entrée dans la vie professionnelle. Ceux-ci sont donc en demande que l'on puisse donner sa véritable place à l'alternance, en attente d'une reconnaissance et sont en attente d'une reconnaissance politique du dispositif. Pour valoriser ou revaloriser le dispositif, il est suggéré notamment d'harmoniser davantage l'alternance et ses pratiques, de diminuer la concurrence entre les opérateurs, de donner les moyens pour développer l'image de l'enseignement en alternance à l'instar de ce qui se fait pour l'IFA-PME, d'homogénéiser les certifications Fédération Wallonie-Bruxelles Région Wallonne, d'étendre l'alternance à une gamme plus étendue de métiers et de publics, par exemple dans l'enseignement supérieur. Une autre suggestion est celle de revoir l'accès à l'alternance. En matière d'orientation, il s'agirait par exemple de faire découvrir l'alternance aux plus jeunes, dans la perspective d'aller vers des choix positifs, mais aussi de permettre aux candidats à l'alternance un véritable choix en connaissance de cause et non plus des choix par relégation. Il est aussi suggéré de préparer des candidats, certains évoquent même l'idée de sélectionner des candidats à l'alternance. Vérification des bases, de la motivation, instauration de périodes d'observation en entreprise. En parallèle, pour les candidats qui ne seraient pas prêts à l'alternance, il s'agirait de mettre en place des remédiations ou encore une année de préparation. Enfin, revaloriser l'alternance et aussi prévoir une autre alternative pour les élèves en obligation scolaire qui sont en échec ou en décrochage. Et surtout, donner les moyens de mettre en œuvre les pistes d'amélioration du dispositif que je viens de vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. Merci Françoise, merci mesdames pour ces présentations qui sont très riches et très intéressantes. J'espère que ça a suscité pas mal de réactions et de questions. Donc,
Maintenant, nous allons passer au moment des questions-réponses. Et donc, je vais passer la parole à l'équipe des modératrices, Marianne, Christelle et Cindy. Avons-nous reçu des questions sur les résultats de l'enquête? Oui, Laurette, comme vous avez pu le voir, plusieurs questions ont été posées. On va tenter de les passer en revue. Peut-être une première pour Françoise parce qu'elle était liée avec l'introduction, où une personne nous demande quels sont les liens de l'IBFE avec l'IPIEC installé en 2010. Donc IPIEC qui est devenu Chambre Enseignement. Françoise, est-ce que tu souhaites, Françoise Ouibrin, apporter une réponse? Voilà, je vois que le micro est branché. Oui. Vous m'entendez bien maintenant, excusez-moi. Donc, si j'ai bien entendu, le lien entre l'IPIEC mis en place en 2010 et les instances bassins. C'est ça, quels sont les liens tissés avec l'IPIEC? Oui, donc les instances, les IPIEC, qui étaient des instances de pilotage de l'enseignement qualifiant, mis en place depuis maintenant 12, 13, 14 ans, ont fonctionné pendant quelques années. Et la spécificité, moi je répondrai dans ce sens-là, c'est que le fait que les instances bassins sont composées à la fois de l'instance qu'on pourrait appeler une coupole et de plusieurs chambres, en tout cas une chambre emploi formation et une chambre enseignement qualifiant. La chambre enseignement qualifiant est vraiment intégrée au sein d'une instance bassin et fait partie tout à fait complète des travaux de l'instance bassin. Donc, je dirais que pour l'ensemble des bassins, il y a des liens vraiment très, très forts qui sont tissés entre ces différentes instances, entre ces chambres et l'instance bassin, et que par rapport, par exemple, à l'orientation de l'offre dans l'enseignement qualifiant, cette orientation se base sur tous les travaux de l'instance, à la fois sur tout le travail des gros rapports analytiques et prospectifs qui sont élaborés de façon triennale maintenant, mais aussi avec tous les métiers prioritaires qui sont dégagés aussi par l'instance bassin. Je ne sais pas si je réponds véritablement à la question, mais donc nous considérons vraiment comme très important le fait que la chambre enseignement soit partie intégrante de l'instance bassin et que c'est aussi à travers cette articulation qu'on peut améliorer tout ce qui est du monde de la formation et de l'enseignement. Merci Françoise. Pour mieux répondre aux besoins d'un territoire. Donc, c'est vraiment cette spécificité-là dans les bassins, c'est vraiment pouvoir, au travers des analyses, au travers de tous les rapports de veille, au travers de toutes les rencontres sectorielles que l'on peut mener, c'est vraiment ainsi qu'on peut avoir une offre plus cohérente qui réponde véritablement à des besoins d'un territoire donné. Merci beaucoup Françoise. Cindy, en tant que responsable de la chef de projet de la Chambre enseignement, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Pour compléter ce que disait Françoise, que je trouvais vraiment très intéressant, très récemment, nous avons mis en place un GT SAFA, par exemple. C'était à la base une demande d'une école qui avait des problèmes à trouver des places de stage et finalement on a trouvé un moyen de faire se rencontrer les entreprises SAFA, la promotion sociale et l'enseignement, et des pistes d'amélioration sont en voie. Donc voilà, ça fait partie du travail qu'on fait main dans la main au sein de l'instance bassin et de la chambre enseignement. Merci Cindy. Alors, autre intervention, peut-être pour Monsieur Magnette. Pourquoi indiquer trouver des pistes pour augmenter le nombre de contrats d'alternance? La formulation idéale serait augmenter le nombre de jeunes en alternance, car le contrat d'alternance n'est pas le seul dispositif qui existe pour valider une formation en alternance. La CPE existe aussi. Monsieur Magnette, souhaitez-vous répondre? Oui, c'est plus qu'une réponse, je suis tout à fait d'accord, parce que il y a une chose qui me paraît vraiment extrêmement importante, c'est l'âge de la personne concernée. Donc, essentiellement, les contrats d'alternance concernent les élèves qui sont en âge d'obligation scolaire. Pas uniquement, il y en a d'autres, mais effectivement, il n'y a pas qu'un système. Donc, effectivement, la question ici était de comment proposer aux élèves pour qui le contrat d'alternance serait un progrès réel,
de le faire, ça ne me remet absolument pas en cause les autres types de certification, effectivement. Merci, Monsieur Magnette. Une petite question pour Monsieur Goreux, qui est directeur de l'OFA, où on nous demande de pouvoir définir la plateforme Opla. Oui, bonjour tout le monde. La plateforme Opla est finalement un outil qui est mis à disposition de tous les opérateurs de formation et dans lequel on retrouve un certain nombre de données qui sont liées aux contrats d'alternance qui sont faits. Donc on retrouve les entreprises agréées, les contrats qui sont faits, les agréments, les jeunes et tous les liens qui puissent être faits derrière par rapport au contrat. Donc c'est vraiment un outil transversal à tous les opérateurs par rapport à la gestion des apprenants et des entreprises qui accueillent les jeunes. Voilà. Merci. Michel, une petite pour toi. Outre les référents, des formateurs ont-ils participé à l'enquête? Pour ma part et à ma connaissance, ce sont les référents qui ont reçu l'enquête et qui ont répondu et pas les formateurs. Mais voilà. Ok, merci. Alors, avez-vous relevé certains résultats spécifiques en lien avec la crise Covid? Parmi les 3 présentatrices, est-ce que l'une de vous 3 souhaite plus spécifiquement répondre à cette question? Peut-être concernant les apprenants, Yana ou Françoise Oui, Mekil? enfin, dans les réponses des apprenants, en tout cas, transparaît dans la question, dans les suggestions d'amélioration des cours, en tout cas, on voit certaines réponses qui reflètent parfois certains cours qui n'ont pas pu se donner, la demande de renforcer la communication aussi fait un peu écho à ce qui a été vécu pendant la crise sanitaire, et les demandes aussi de renforcement des équipements en termes d'ordinateurs. C'était clairement lié à la crise sanitaire. Merci. Monsieur Magnette, je reviens vers vous. La formation en alternance est mise à bord dans notre secteur au niveau des études supérieures, bachelier et master. Suite à cette enquête, que peut-on concrètement mettre en place pour que l'alternance dans le secondaire soit une filière d'excellence? Excellente question. Il y a plein de choses à mettre en place, effectivement. Puisqu'on parlait de l'enseignement supérieur, etc., je pense évidemment que l'idée même de l'alternance telle qu'elle est développée dans l'enseignement supérieur, c'est une idée intéressante, puisqu'elle n'est... il ne se trouve pas dans le supérieur une idée dévalorisante au fait d'alternance. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, qu'est-ce qui peut être mis en place? Moi, je pense que une chose transparaît dans toute l'enquête, en tout cas, c'est l'information. Je pense que, et pour ça, je pense que l'enquête menée par les IBF, particulièrement le IBF de Louis-Warem, met en chose que finalement, plein d'informations ne sont pas connues de tout le monde. Je ne donne qu'un seul exemple. Hein. Dans les suggestions d'amélioration, eh bien, je retrouve dans les suggestions d'amélioration des choses qui existent déjà. Simplement, ça ne se sait pas. Et donc, je pense qu'une bonne publicité, des bonnes pratiques, des possibilités offertes par l'alternance, c'est un préalable. Après, il y a sans doute des blocages hérités du passé dont on doit pouvoir éliminer. Mais en tout cas, moi, je pense que déjà maintenant, l'outil est intéressant. Il n'est pas suffisamment connu. La preuve, elle vient quand on interroge une entreprise qui a déjà des élèves en alternance, qui viennent de l'IFAPME, qui viennent des CFA, qui viennent de partout. Vous voyez déjà que la connaissance de la pratique de l'alternance est déjà bien plus importante. Donc maintenant, il est important, à mon avis, c'est de donner une information importante, vraiment plus précise, plus complète à tous les acteurs et les réunir. Et en cela, cette réunion d'aujourd'hui me paraît vraiment importante. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Goreux, je reviens vers vous. Sur Opla, est-ce fonctionnel aujourd'hui pour tous les opérateurs, CFA, Centre IFAPME, SFPME? C'est fonctionnel pour tous les opérateurs. Donc, ça peut être précis, les CFA wallons ont un accès direct. L'IFAPME a un accès indirect, c'est-à-dire que suite à un choix propre à l'IFAPME, ils encodent dans leur base de données et les données sont transférées la nuit dans la base de données Opla, mais est disponible et en visibilité par tous les référents
ou le personnel de l'IFA-PME. Idem pour la SFPME, où on est encore en processus de transfert de flux. Pour les CFA bruxellois, j'espère qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, on pourra trouver une solution permettant d'avoir les données des CFA bruxellois. Voilà, la réponse était la plus complète que je pouvais donner. Merci beaucoup. Suivante. Y a-t-il un lien entre la facilité de trouver une entreprise formatrice et l'âge de l'apprenant? Alors, je vais vite me permettre de répondre à cette question-là parce qu'on a regardé en direct. En fait, si on croise le fait de trouver facilement l'entreprise avec l'âge, la part qui répond oui augmente légèrement avec l'âge. C'est-à-dire qu'on a 83% pour les 15-18 ans, 87% pour les 19-25 et 89% pour les plus de 25 ans. Alors, je prends une autre. Et maintenant, quelle suite donner, notamment par rapport au point d'amélioration? Qui souhaite prendre la parole par rapport à cette question-là? Françoise? Wibra, la présidente? Les suites à donner par rapport au point d'amélioration ou à la suite de notre enquête et du travail réalisé? Je veux bien répondre si tu veux. Pardon, vas-y Françoise. Les suites, je l'ai un tout petit peu suggéré en introduction. Je pense que à la fois, on va pouvoir vraiment digérer toutes ces données, tout ce travail de synthèse. Moi, je pense qu'il serait intéressant qu'à la prochaine Assemblée générale des bassins, qu'on prévoit bien que ce point soit à l'ordre du jour, mais je pense que ça, ce sera une chose assez facilement acquise, et que l'on voit aussi entre tous les membres de l'Assemblée générale quelles pistes on peut donner à la fois au niveau global du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la fois avec tous les acteurs. Et puis je pense que les différents acteurs qui sont partie prenante du monde de la formation, le monde des entreprises, etc., un petit peu sans doute chacun doit pouvoir se saisir. Et ici, on compte évidemment sur le soutien des politiques, de tous les cabinets concernés, puisque avec les instances bassins, on le sait, nous relevons de différents cabinets, enseignement, formation, insertion, etc. Et donc que le politique puisse vraiment appuyer nos demandes et la suite de nos travaux. On avait évoqué tout à l'heure des états généraux qu'on aurait pu mettre en place. C'est vrai qu'il y a eu les 2 années de pandémie qui ont sans doute aussi fait reculer une série de travaux. Je pense que c'est peut-être aussi une piste à avoir. Mais voilà, ça c'est d'autres responsables qui peuvent s'en saisir. Merci. Merci. Monsieur Goreux, vous souhaitiez réagir aussi? Oui, mais bon, la réponse a été donnée. C'était en effet, je crois qu'on va fonctionner en 2 temps. La finalité de l'analyse était de poser des constats, dans le cas des constats sur base des réponses, de venir avec des pistes de recommandations qui sont des pistes de recommandations. Et c'est vrai que maintenant, je veux dire, l'avantage que l'analyse est faite et qu'on peut travailler dans le futur, notamment avec les plans qui sont mis en place au niveau des 3 gouvernements, pour voir, voilà, sur base de cela, quelles sont les propositions qu'on peut faire peut-être à très court terme, parce que je crois qu'il y a des pistes avec des solutions à court terme et peut-être des solutions à plus long terme qu'on doit pouvoir envisager. Mais bon, je remercie, je l'ai déjà dit en aparté à l'équipe de projet, et je le redis maintenant de manière publique, je remercie tout le travail qui a été fait par les équipes de bassin par rapport à l'analyse des milliers de lignes que constituaient les réponses. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Avez-vous trié les réponses des entreprises par secteur, par taille, des différences dans les réponses? Alors, oui, ça a été trié par taille, en tout cas, je l'ai évoqué lors de la présentation. Par secteur, pas tel quel maintenant, ce sont des choses que l'on peut faire. Et donc, j'en profite pour dire par rapport à cela que tout ce qui est des questions justement d'ordre plus sectoriel, si vous avez un secteur a des questions par rapport à son propre secteur, il peut contacter le secrétariat ici de l'IBF de WIWAREM et on pourra regarder plus spécifiquement ces réponses. De même, si des personnes ont des questions spécifiques par rapport à un territoire, alors là, on lui demande de retourner vers l'instance de son territoire. Ça sera plus facile pour pouvoir y répondre également. Alors, autre question. Pouvez-vous identifier parmi les répondants apprenants
la part qui ont choisi l'alternance comme premier choix ou il s'agit d'une orientation? Parce qu'on parle de relégation, avez-vous pu le mesurer? Françoise Mikils ou Yana, qui apparemment a souvent des problèmes de connexion. Je ne sais pas si une de vous deux souhaite répondre par rapport au questionnaire apprenant. Oui, voilà, je suis de retour. Non, on n'a pas su, je vais dire, faire la différence entre les deux, donc dans les différentes réponses des apprenants. Ok, merci. Je pense que c'était surtout aussi au niveau des référents qu'on voyait ce problème de relégation ou de problème d'orientation tel quel. Alors, un retour de l'enquête sera-t-il fait aux multiples contributeurs, apprenants, référents, entreprises? Alors, à ce niveau-là, ont été invités donc l'ensemble des entreprises ou des référents qui ont participé à l'enquête. Les apprenants, si je veux dire les services souhaitaient leur transmettre, ils étaient les bienvenus. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire par rapport à cette question-là. Et en tout cas, il n'était pas... Pardon Marianne de t'interrompre, mais il y aura aussi le rapport qui sera disponible en téléchargement sur les sites internet et donc librement accessible aux participants de l'enquête. Il ne faut pas oublier que l'enquête est anonyme. Hein. Donc, les gens peuvent mettre leur mail, mais il n'y avait pas d'obligation qu'ils mettent leur mail à la réponse. Donc, il y a une partie des répondants. Ça, on ne saurait pas. L'enquête est tout à fait anonyme, ça c'est sûr. Donc, on ne saurait pas envoyer le rapport d'enquête aux personnes, mais les personnes qui le souhaitent pourront le télécharger via notre site internet. Il va être diffusé d'ici la fin de la semaine. Merci. Monsieur Goreux, les états généraux de l'alternance auront-ils lieu et quelle collaboration avec les IBF? Je peux répondre à la première partie. Donc, les états généraux, en tout cas tels qu'ils avaient été conçus ou en tout cas envisagés il y a 3 ans, n'auront pas lieu. Enfin, même si normalement la décision, ce ne serait pas à moi de la donner, mais je peux bien la donner parce qu'on me l'a transmise, et enfin il n'y a pas qu'à moi qu'on l'a transmise, mais donc il y a une nouvelle analyse, ou en tout cas une forme d'état des lieux de l'alternance, enfin l'enseignement qualifiant, en ce compris l'alternance, qui a été démarrée il y a quelques jours par un organisme mandaté par les 3 gouvernements, et normalement on aura des délivrables, on va les appeler comme ça, ou des recommandations, je ne sais pas ce qui sortira du rapport, sera fait au niveau des instances politiques. Maintenant, est-ce que sur base du rapport ou sur base des délivrables, y aura-t-il des contacts avec les bassins? Je suppose, mais je suis dans l'incapacité la plus grande de vous donner à quel moment les instances vont retourner vers les bassins. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Je vais peut-être répondre à une petite question qui est encore posée dans Au plat, ou bien j'attends, c'est comme vous voulez. Je parle au modérateur parce qu'il y a encore une question qui vient d'arriver sur Au plat. Est-ce que je réponds directement ou pas? Allez-y, oui. Donc, il y a une question qui est donc Nos plats n'est pas un outil pour favoriser, promotionner l'alternance. C'est un outil de contrôle. Je n'aime pas du tout le mot contrôle, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est un outil de gestion. Au plat. Et par rapport à la promotion d'alternance, je recommande d'aller voir sur un site qu'on a développé de manière transversale qui s'appelle alplus.be. Donc, c'est un site de promotion d'alternance qui est développé par l'OFA avec les moyens de l'OFA, mais les moyens de l'OFA étant donnés par les 3 gouvernements de tutelle, c'est développé tout autant pour les opérateurs de formation que pour les opérateurs de l'enseignement, et le but étant de promouvoir et de développer, enfin de mettre en avant le dispositif d'alternance d'une manière neutre, en tout cas, sans promouvoir un opérateur par rapport à un autre. Voilà par rapport à la question de l'outil professionnel. Merci beaucoup. Monsieur Magnette, peut-être 2 questions. La première, le référent des différents opérateurs, connaît-il le métier des jeunes qu'il suit en entreprise? Première question. Et ensuite, le système de la CPU n'est pas tout à fait adapté avec la formation en alternance, notamment sur le nombre des unités d'acquis d'apprentissage à valider et le temps imparti pour la réalisation qui sont prévus pour le plein exercice et non pour le CFA. Le système sera-t-il revu prochainement?
Alors, donc, pour la question sur les référents, est-ce que les référents, qu'on appelle dans les CFA les accompagnateurs, connaissent les métiers pour lesquels ils suivent des jeunes? Ben, en général, oui. Simplement, on a bien vu dans l'enquête que tous les accompagnateurs ne sont pas des spécialistes de tous les secteurs. In fine, avec l'expérience, évidemment, et le travail régulier, etc., ils finissent par très bien connaître les secteurs. Mais donc, une formation accélérée, dans un cas, je pense à des nouveaux métiers qui vont arriver, par exemple, et qui mériteraient de recevoir une formation pour les accompagnateurs, c'est une piste vraiment intéressante. Mais en fait, pour l'instant, être accompagnateur, ben voilà, on apprend beaucoup son métier sur le terrain. Mais c'est vrai qu'on pourrait accélérer les choses et la performance, je dirais, de connaissances par une formation. Ça, c'est tout à fait vrai. En ce qui concerne maintenant la CPU, donc on parle de la durée des UA. Bon, deux choses d'abord. Le système de la CPU, il n'y a pas de secret, il est en train d'être revu puisque le décret qui avait créé la CPU prévoyait aussi son extinction au 30 juin 2022. Donc, je ne révèle rien en disant que le système est en train d'être revu et que Madame la ministre et le gouvernement sont en train de plancher là-dessus et de ce que j'en sais, ça avance bien. Alors, vous dire exactement vers quoi ça va évoluer, c'est pas de mon ressort, hein. Moi, je suis quelqu'un du terrain qui connaît l'alternance, qui est donné cours, qui était président d'un conseil de direction, mais voilà, voilà. Donc, alors, en ce qui concerne, par contre, je voudrais être tout à fait précis. La durée des unités d'acquis d'apprentissage n'est pas déterminée par le système de la CPU, mais bien par l'établissement d'un profil de formation. Et ce profil de formation, il est basé sur un profil métier qui vient évidemment du SFMQ et donc du service francophone des métiers et qualifications, excusez-moi pour l'acronyme, et où le but du jeu, c'est évidemment d'essayer de répondre au maximum. Le profil métier, il est créé par les représentants des secteurs et pas par la formation. On essaie d'y répondre de mieux en mieux. Ce que je ne veux pas quand même dire qu'effectivement, ces profils peuvent être révisés. Alors, quand un temps est prévu pour une unité d'acquis d'apprentissage dans le plein exercice, là, ce qui devient très important, c'est évidemment de sa traduction dans le plan de formation avec l'entreprise. Encore une fois, je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, une collaboration précise, complète, générale, avec de l'intelligence de part et d'autre et de la communication de l'information correcte, me paraît être extrêmement importante. Mais il ne fait aucun doute que certains profils, même parfois très neufs, devraient être revus parce que, simplement, à l'usage, par exemple, une UA demande plus de temps, ou trop de temps, ou demande trop de compétences. Ça, c'est tout un travail qui est fait par ailleurs au service francophone des métiers et qualifications, qui est un service qui coordonne les volontés des secteurs et leur traduction en formation, aussi bien pour l'enseignement que pour les centres de formation. Voilà, c'est assez compliqué, mais j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci beaucoup. Je reviens vers Françoise Mikils ou Yana. Dans les réponses des apprenants, ils parlent que le système convient mieux que le système classique. Peut-on développer les arguments avancés par eux, outre les aspects financiers? Une de vous deux souhaite répondre? C'est à nouveau dans les référents, je pense. C'est les référents qui estiment que pour les apprenants, le dispositif convient mieux. Maintenant, dans les réponses des apprenants, on trouve effectivement que ils estiment, en tout cas c'est l'aspect pratique, le fait d'être en entreprise, d'acquérir une expérience qui est souvent mis en évidence par les apprenants. Merci. Michel Marchand, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose concernant alors les référents? Oui, donc au niveau des référents, c'est vrai qu'ils soulignent pour la plupart l'acquisition d'une pratique en entreprise, c'est certain. Donc, et réellement une insertion socio-professionnelle, c'était mis en avant également. Merci beaucoup. Comment peut-on améliorer la communication de l'alternance vers le monde extérieur, entreprise, jeunes, société, quand la communication interne entre les opérateurs ou instances sont déjà compliquées? Qui souhaite prendre cette réponse en charge, cette question en charge?
Monsieur Goreux, Monsieur Magnette. Je vais répondre, il n'y a pas de souci. Mais c'est regarder dans l'émission de l'OFA, ça fait partie de l'émission de l'OFA. C'est travailler, c'est pour ça que j'expliquais par rapport à la plateforme Alplus et au site Alplus, c'est travailler de manière neutre et communiquer vers l'extérieur. Alors que la communication interne entre les opérateurs et les instances est compliquée, je crois que c'est un secret de Polichinelle, donc on ne va pas dire que ça n'existe pas. Mais ça fait partie également du travail de l'OFA d'essayer d'arrondir les angles quand il y a moyen de le faire. Mais la communication, ça va dans tous les sens. Et donc, il faut que toutes les parties soient intéressées par rapport à ce souhait d'amélioration de communication. Je peux répondre également, si tu veux, à la question d'après par rapport à la plateforme. Et donc, pour info, en tout cas, une partie des gens, à mon avis, le savent. Donc, l'OFA a lancé un marché public il y a quelques semaines. On attend donc les offres des sociétés pour la semaine prochaine, permettant le développement d'une plateforme mettant à disposition des entreprises pour déposer leurs offres de stage et permettant donc aux jeunes stagiaires de pouvoir voir l'offre, de pouvoir y répondre, y postuler, et de nouveau de manière neutre. Donc c'est indépendant, il ne faut pas être obligatoirement dans un CFA ou dans l'IFA-PME ou SFPME pour répondre. Ce sera tout à fait indépendant et neutre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, les entreprises contributrices déclarent que les cours ne sont pas adaptés aux réalités de l'entreprise. Le mécanisme du SFMQ n'est-il pas trop lent? Monsieur Magnette? Oui, je peux y répondre, puisque en fait, dans le SFMQ, pour que ce soit très clair, je participe à la chambre d'enseignement-formation qui fait partie du SFMQ. Alors, effectivement, est-ce que le mécanisme du SFMQ n'est-il pas trop lent? Si. Il l'a été en tout cas. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que la volonté aussi bien des représentants des secteurs professionnels que des secteurs de la formation et de l'enseignement est d'accélérer ces choses. Effectivement, construire un profil métier qui soit pertinent eu égard aux demandes du secteur, déjà n'est pas très simple. Et là, je mets à la place évidemment de la Chambre des métiers qui crée le profil métier, parce que pour autant qu'on soit une PME, un artisan ou une grande entreprise, parfois un profil, on est tenté à avoir des compétences qui sont exigées, qui ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, je pense que le mécanisme du SFMQ, il était trop lent, mais tous les acteurs du SFMQ, moi, je ne suis pas un défenseur, je suis là pour dire ce qui se passe parce que je vois ce qui s'y fait. Je pense vraiment qu'on veut accélérer les choses. Mais ça ne fait aucun doute, on dit bien évidemment que pour pouvoir produire un profil correct, il faut des données correctes. Et donc, je pense que ça prend du temps aussi, y compris dans l'analyse des besoins des secteurs. Puisque si on prend le secteur, je ne sais pas moi, le secteur de l'agroalimentaire par exemple, il est extrêmement multiple et donc il faut pouvoir donner des formations qui répondent au moins à l'entrée dans le métier à cette multiplicité. Donc oui, je pense qu'il a été trop lent. N'oubliez pas que le SFMQ, ça date de 2016. Il a été trop lent. Et tout concourt maintenant, je pense que tous les gens du SFMQ concourent à essayer d'accélérer les choses pour le faire rattraper, non pas rattraper le retard, mais rattraper un timing qui soit vraiment plus intéressant. Merci. Monsieur Manette, ne coupez pas trop vite votre micro. Y a-t-il des différences entre les CFA et IFA-PME? Oui, évidemment qu'il y a des différences structurelles et des différences de mission. Maintenant, moi, je voudrais insister sur quand on disait, par exemple, il faut savoir que les certificats de qualification, du moins dans les nouveaux profils SFMQ, qui sont délivrés dans les CFA comme dans les IFA-PME, sont les mêmes. On parle bien de certificats de qualification professionnelle. Donc ça, c'est pour ce qui est de la formation générale, etc. On a la spécificité de l'enseignement où nous, on doit aussi former des citoyens, et qui est importante. Ça ne fait aucun doute. Mais donc, effectivement, il y a des différences. Les CFA dépendent de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'IFA-PME dépend de la région Wallonne, on a des structures différentes, on a des fonctionnements différents, on a même des visées formatrices un peu différentes. Si ce n'est que je voudrais quand même ajouter qu'il y a plein d'endroits où on se parle et que pour autant que la communication soit complexe, comme toujours dans des systèmes qui
de temps en temps et à la marche ou même à certains endroits sont concurrentiels, c'est pas parce qu'il y a des difficultés à se parler qu'on ne se parle pas. Et moi, je trouve plutôt qu'on se parle beaucoup et qu'il faudrait plutôt insister, effectivement, sur les différences, sur les thématiques différentes et la manière différente d'envisager les choses, mais également sur les endroits où on se parle pour faire progresser finalement tous les bénéficiaires, qu'ils soient des bénéficiaires des CFA ou des IFA-PME. Merci. Question plus d'ordre général. En termes de valorisation, de promotion de l'alternance, pourquoi ne pas mettre en évidence via des success stories des apprenants qui ont terminé une formation en alternance, qui ont trouvé très rapidement du travail? Mettre en évidence les taux d'insertion des anciens apprenants en alternance. Un amateur pour répondre à cette question? Je vais répondre. Allez sur. Il existe des success stories sur le site Alplus. Il existe des success stories que je connais en tout cas de mémoire sur le site de l'IFA-PME et sur le site du SFPME. Donc maintenant, je crois qu'à un moment donné, on va pouvoir un petit peu mutualiser ou capitaliser les efforts ou investissements qui ont été faits en termes de communication pour communiquer d'une manière plus large. Alors, si les capsules vidéo qu'on développe restent uniquement pour que moi je sache que ça existe 10 personnes au niveau de mon organisme et puis que ça ne sort pas au-delà, c'est un peu triste. Donc moi je suis le premier à pouvoir pousser la promotion de l'alternance et la promotion des capsules et de ce qu'on a pu mettre en place, mais il faut qu'il y ait un relais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les organismes proches ou loin de la formation mettent des liens vers des sites dans lesquels on retrouve des success stories, les success stories vont faire leur petit jungle. Tant que ce n'est pas le cas, moi je mets nous mettons de gros moyens pour développer des outils, mais qui restent traînés sur YouTube, c'est tout, c'est fini. Je veux dire, il faut pas, l'alternance, les taux d'insertion, je crois que à tort ou à raison, chaque interview de ministre qui parle de l'alternance, il sort les taux d'insertion de l'alternance parce qu'ils sont bons. Alors, je veux bien qu'on le répète sur les sites de l'OFA ou sur les sites des opérateurs, mais je crois que les taux d'alternance sont connus. Le taux d'insertion, il est très bon. Il est juste en dessous des bacheliers qualifiants et il est le deuxième meilleur en Belgique francophone. Donc, à part dire ça et le répéter, malheureusement, on travaille beaucoup plus, mais c'était à 2-3 moments dans la présentation. On est dans la perception, on est dans un travail de fond qu'on doit faire par rapport à la perception qu'ont les parents de l'enseignement d'alternance, parce qu'ils croient que quand leurs enfants vont aller là-dedans, ils vont glisser chez le diable. Et là, oui, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tant que ça ne percole pas et tant que ce n'est pas présenté par... Je très bien pour avoir une enquête, mais on n'aura pas le temps de la faire, auprès des personnes qui font de l'orientation dans les écoles ou dans d'autres centres d'orientation, de poser la question gentiment, de leur dire « Est-ce que vous connaissez Alplus, oui ou non ?» Je ne suis pas certain d'avoir un résultat supérieur à 10%, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est eux qui peuvent dire aux parents « Écoutez, moi, je vous ai dit que c'était peut-être une piste pour votre enfant, mais allez voir sur ces sites. Ce n'est pas de la pub, on ne fait pas de la pub pour de la pub. Hein. Quand le jeune parle, c'est le vrai jeune. On n'a pas été lui donner le texte, il a parlé de son expérience et il a parlé de son vécu. C'est le meilleur témoignage, mais il faut qu'on en fasse du marketing. Hein. Désolé. Merci beaucoup. Alors, question qui va un peu dans le même sens, mais par rapport aux entreprises. Vu que la proximité géographique est essentielle, comment convaincre plus d'entreprises à rentrer dans l'alternance? Et en même temps, n'oublie-t-on pas que l'alternance est une modalité de formation et que l'entreprise doit aussi s'adapter au contenu imposé du cursus? Et si je peux lier une troisième, les coachs sectoriels peuvent-ils également renforcer la connaissance et l'image de l'alternance auprès des employeurs? Qui est-ce qui se sent en capacité de répondre à celle-là? Je vais répondre à la troisième question, le temps de donner le temps de pour les coachs sectoriels. Répondre. Et les coachs sectoriels, c'est dans leur mission et ils le font. Donc au niveau de l'OFA, on a 4 à 5 fois par an des réunions de travail avec les coachs sectoriels et c'est dans leur scope, dans leur activité, même indépendamment, oui, quand ils vont agréger une entreprise, OK, ils présentent le dispositif
d'alternance, mais je suppose que quand ils vont pour l'agrément, l'entreprise connaît plus ou moins, mais indépendamment de ça, même quand ils font une visite comme coach sectoriel, mais pas dans le but de faire un agrément, ils présentent de manière systématique l'alternance, parce que pour eux, c'est une bonne façon de promouvoir l'emploi dans leur secteur. Et vu qu'un grand nombre de secteurs sont en difficulté de recrutement, ils ne vont pas, je veux dire, oublier, entre guillemets, cet aspect-là et de parler de l'alternance comme étant une source potentielle de recrutement pour les employeurs. Voilà. Merci. Et donc, ça répond en partie à la proximité géographique et au fait de convaincre les entreprises. Avec ce que vous avez dit ici aux 2 questions précédentes, évidemment, plus il y a de publicité et plus on intervient, plus ça favorisera différents acteurs à y participer. Alors, une question plus spécifique, mais là c'était en rapport avec une intervention de Cindy concernant les SAFA. Quel est le délai pour l'implémentation de nouvelles filières en alternance pour les 3 métiers cibles? Je vous propose peut-être de répondre, enfin de nous poser cette question-là, je veux dire, via le secrétariat, vu que c'est extrêmement spécifique et on y répondra ultérieurement. Ça ne concerne pas vraiment ici notre enquête non plus. Alors, que pensez-vous de l'initiative française Un jeune, une solution, une plateforme à destination des jeunes avec plus de 20 000 offres d'alternance et des primes pour les entreprises de 8 000 €? Ce serait peut-être encore pour M. Goreux. Mais la plateforme, j'ai répondu, on la développe. Enfin, on va la développer, on a les moyens, en tout cas, on a dégagé les budgets, et les gouvernements ont dégagé les budgets pour le faire, donc on pourra le faire. L'aspect de la prime pour les entreprises de 8 000 €, bon, les 8 000 €, c'est pour l'enseignement supérieur, ce n'est pas pour l'enseignement secondaire, c'est 5 000 € pour les jeunes dans l'enseignement secondaire en France, ou en tout cas, si mes renseignements sont exacts, mais il faut savoir également que l'entreprise, en supérieur, il paye le SMIC. Donc, les 8 000 € qui sont donnés, ce n'est pas un chèque de 8 000 € en disant vous payez le jeune 400 € tous les mois et c'est bon. Hein, c'est le jeune en dernière année ou en 2e master en ingénieur en alternance en France, il a 1 650 € net. Donc, si les entreprises sont prêtes à payer, je crois que les gouvernements seront prêts à mettre 8 000 € d'investissement. Mais bon, la discussion, je ne crois pas qu'elle doit avoir lieu aujourd'hui, mais il faut un petit peu commencer à comparer plus ou moins des choses qui sont comparables, indépendamment du fait que je suis convaincu que la rémunération de nos jeunes est trop faible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, faut-il revoir la condition minimale de diplôme pour accéder à l'alternance? Monsieur Manette, peut-être pour vous? C'est vraiment une question difficile. Tout dépend, je pense que l'alternance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas qu'un seul but. Elle a des buts divers. Et donc, pour autant qu'on parle de l'alternance à un élève qui est en décrochage, ou de l'alternance à un élève qui, en fin de 3e ou de 4e, fait un choix de métier raisonné, voire un élève qui fait une 7e année pour obtenir un CESS et qui veut se préparer à l'entrée dans le monde professionnel, les conditions, c'est possible à tous les moments. Donc, moi, revoir les conditions d'entrée qui viendraient à limiter la possibilité au plus grand nombre de profiter du système de l'alternance me semblerait dangereux. Mais c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse ferme et définitive. Et donc, améliorer le système en regardant si son sas d'entrée est bon est toujours une bonne façon de travailler. Donc, je pense que ça peut faire partie de l'équation de l'amélioration. Mais avec le principe qui est, n'oublions pas, l'alternance nous, dans les CFA, l'alternance au-delà de 25, ça n'existe pas. Donc, il faut penser évidemment à tous les publics intéressants. Mais c'est une question vraiment de fond dont je n'ai pas la compétence ici pour donner vraiment une décision, mais sur le point de vue, évidemment, le revoir pour l'améliorer est certainement une bonne chose. Je reste avec vous, Monsieur Magnette. Quel est l'avenir des articles 45 dans les CFA? Mais l'avenir, il est très clair. Et là, je vais répondre avec ma casquette participant du SFMQ. Dans les nouveaux profils qui sortent, et donc je dis, pour rappeler, qu'on essaye d'accélérer, dont on essaye d'accélérer la sortie pour répondre aux besoins, je pense que des articles 45, voire des articles 47 pour de l'enseignement spécialisé, sont bien prévus aussi. Et donc, il sort de nouveaux profils maintenant. Donc, là aussi, je pense que l'information parfois est importante de savoir que
quant au SFNQ, avec l'adjonction des secteurs, des métiers, etc., on réfléchit à des profils de formation, on réfléchit à des profils de formation qui conviennent au maximum de la population. Donc, les articles 45, pour moi, ils ont l'avenir des autres profils, c'est-à-dire pour autant qu'on arrive à développer un upgrade suffisamment important des métiers, eh bien, ils ont tout à fait leur place et ils ont même plus leur place maintenant puisqu'ils ont dans un processus de formation tout au long de la vie qui permettrait à un élève de passer d'article 45 en article 49 à une formation forum, à du supérieur, enfin des choses comme ça. Ça, c'est la logique maintenant développée. Merci. Et je reste encore avec vous. Comment compenser pour les CFA l'attractivité renforcée de l'IFA-PME grâce aux primes qui seront désormais octroyées aux jeunes IFA-PME insérés en entreprise? Bien, cette question-là, moi, je ne peux pas y répondre parce que je ne suis pas un spécialiste des primes, etc. Moi, je sais qu'il existe des primes pour les élèves du CFA, qu'il existe des primes qui sont les mêmes venant de la région wallonne. Sur le reste, cette prime surnuméraire qui serait parce que honnêtement, je ne connais pas. S'il y a une prime telle quelle, elle évidemment répond à une volonté des patrons de l'IFA-PME que je ne peux que voir. Moi, je pense que au-delà des primes, c'est la qualité de la formation qui doit primer. C'est vraiment ça. Et donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On a les mêmes certificats de qualification, on a les mêmes unités d'acquis d'apprentissage, et je ne peux pas penser qu'il n'y a pas la même volonté de promotion de tout le monde. Mais sur ce cas précis, je ne fais pas de langue de bois, mais je ne sais pas, et je n'ai pas de réponse à ce problème-là. Marianne, y a-t-il encore beaucoup de questions à traiter? Il y a encore quelques questions, plus d'autres qui arrivent au fur et à mesure, mais ce qu'on peut faire en tout cas, c'est de prendre le temps d'y répondre ultérieurement. Le temps avance, je suppose que c'est pour ça que tu m'interpelles. Oui, exactement. Parce Je que m'en doute. malheureusement, on doit clôturer ce temps d'échange qui est particulièrement intéressant et je vois en effet les commentaires et les échanges dans la rubrique questions-réponses qui sont particulièrement intéressantes aussi. C'est un peu frustrant. On avait peut-être N'hésitez calculé un pas à peu juste ce revenir temps. vers nous si vous avez d'autres questions ou des choses plus spécifiques concernant l'enquête et nous ne manquerons pas d'y répondre. Nous pouvons répondre à des questions d'ordre politique, nous n'avons pas de mandat pour ça, mais pour les autres questions directement sur l'enquête, n'hésitez pas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Malheureusement, on va clôturer ici ce temps d'échange qui était très, 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 très riche, très intense. Un grand merci à l'équipe de modératrices dont Marianne a apporté le travail. Et je remercie Christelle et Cindy qui étaient aussi en back-office pour gérer le rassemblement de toutes ces questions. Et maintenant, une dernière petite interpellation via WooClap. C'est de savoir, donc, même modalité pour se connecter, le scan, l'adresse mail, le SMS ou le lien dans la rubrique questions-réponses. Donc, en fait, ici, ce que nous aimerions savoir, c'est, selon vous, sur quoi faudrait-il travailler en priorité pour améliorer le système de l'alternance? Donc, nous avons repris les différentes suggestions d'amélioration qui ont été évoquées tout à l'heure et une seule réponse est possible à cette question. Donc, réfléchissez peut-être un peu avant de vous positionner. Cela nous aidera à orienter par la suite nos réflexions, nos travaux et peut-être certaines interpellations. On va s'afficher tout doucement. Pas très nombreux encore à avoir répondu à la question. C'est vraiment important pour nous d'avoir votre peut-être retour à chaud. Là, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. On a parlé d'énormément de choses, que l'échange questions-réponses était relativement intense. Mais c'est bien justement d'avoir un retour des participants par rapport à ces 8 dimensions sur leur importance.
Vous êtes timide sur la fin de notre rencontre ou fatigué? Je ne vois pas beaucoup de votants. Peut-être le temps de connexion aussi, je vous ai peut-être pas laissé assez de temps pour vous connecter et pour pouvoir y répondre. Alors, on va faire un petit effort, qu'on atteigne au moins la moitié des participants. C'est dommage d'avoir la possibilité de s'exprimer et de ne pas le faire. Excuse-moi, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de remettre le scan? Parce que peut-être que si vous clap, c'est désactivé. Ou le lien dans la conversation. Oui, oui, Le voilà. lien est dans question-réponse normalement. Le remettre ici, tout en dessous, comme ça on ne cherche plus. Ok. Voilà. Par contre, je n'ai plus de visibilité sur le nuage de mots, comme ça s'affiche. Ah oui, ça c'est sûr que c'est compliqué. Choisir, c'est renoncer. Devoir en choisir un seul, c'est compliqué, mais c'est peut-être celui qui, au terme de cette présentation, semble le plus prioritaire. Avant de... Ah, je vois que ma collègue rediffuse les réponses. On voit quand même que c'est l'axe valorisation, promotion de l'alternance. Donc on a quand même pas mal parlé lors du questions-réponses, amélioration de l'image, qui semble remporter le maximum de suffrages. Et dans une moindre mesure, l'amélioration de la collaboration entre les différents intervenants, pointé également, ainsi que le suivi, l'amélioration du suivi et de l'encadrement des apprenants. On tente tout doucement. C'est très bien. Eh bien, écoutez, nous allons passer à la conclusion de ce webinaire et nous allons avoir le plaisir d'écouter Monsieur Bruno Antoine, qui est représentant de l'Assemblée des instances bassin, qui va nous faire le plaisir de clôturer cette matinée qui était quand même intense. Monsieur Antoine, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je vais simplement commencer par dire félicitations. Félicitations parce que le travail qui a été réalisé, le document qui a été présenté, mais aussi toute la valeur du débat, j'ai envie de dire sous forme un peu provocatrice, si les ministres écoutaient cette séance de 2 heures, finalement, les instances bassins ont fait mieux dans ces 2 heures que 3 fois 3 ministres en 7 ans. Pourquoi 3 ministres? Parce qu'évidemment, nous avons l'éclatement avec le ministre de l'Emploi, le ministre communautaire de l'Enseignement, ministre de l'Économie, et nous avons eu en 7 ans 3 gouvernements avec des hauts, des bas, des revirements, ce qui n'aide pas évidemment à l'élaboration d'une vraie priorité annoncée par tout le monde, mais finalement peu présente dans la continuité. Richesse du travail, c'est la richesse d'abord du contenu de votre diagnostic. Quand je dis de votre diagnostic, c'est le diagnostic de tous les intervenants qui ont participé à cette enquête. La richesse de votre méthode, c'est-à-dire de faire travailler vos réseaux et de faire travailler, je vais dire, les collaborations entre les différents acteurs du secteur de l'alternance. La pertinence, la richesse de la pertinence, parce que vous avez été chercher non pas ceux qui ont la science, et je le dis avec tous les guillemets qu'il faut, mais vous avez été chercher plutôt la science de nos jeunes, des employeurs, des tuteurs, des conseillers référents, c'est-à-dire ceux qui vivent au jour le jour l'alternance. Richesse aussi des perspectives, richesse des perspectives parce que vous ne vous êtes pas contenté et le débat a montré qu'on pouvait même encore aller plus loin,
des perspectives d'avenir, en ce compris d'ailleurs l'élargissement au supérieur qui semble être des fois une chasse gardée par rapport à une vision globale de la formation dans son ensemble. Je retiendrai des différents groupes d'intervenants 2-3 éléments, pas plus, parce que les détails ont toutes leurs importances, mais ce que je retiendrai au niveau des entreprises, c'est tout le rôle que l'on sous-estime trop souvent des informations préalables, de la préparation à l'entrée dans l'alternance, de l'accueil dans l'alternance. Tout ce travail préparatoire est souvent sous-évalué en termes de nécessité de travail. Je pense que c'est notamment un élément majeur et important dans l'alternance, dans la version, je vais dire, de la communauté germanophone. Je trouve qu'il faudrait pouvoir effectivement aller un peu plus loin encore en la matière. Et alors, ce qui était évidemment très surprenant, quoique, c'est la distinction des réponses entre les entreprises qui pratiquent l'alternance et celles qui ne la pratiquent pas. Ce qui démontre aussi une richesse de votre travail, qui est d'aller dans la nuance et de mieux comprendre, je vais dire, les distinctions entre les uns et les autres, de manière à ne pas avoir de conclusions et d'analyses qui soient trop ciblées, trop choisies, qui fait qu'on occulte une partie du public. Au niveau des référents et des accompagnateurs, finalement, ce que l'on entend, c'est qu'un jeune apprenant, il a les mêmes contraintes qu'un travailleur. Et donc, je pense que dans les débats futurs, il faudrait peut-être que dans l'analyse, dans les états généraux, peu importe les formules qui suivront, il faut pouvoir passer un peu à cette vision que ce jeune apprenant, il est bien un apprenant, mais il est aussi un travailleur, et à ce titre, il doit pouvoir être vu dans son ensemble, en ce compris avec les difficultés de la vie en entreprise ou de la vie pour aller à l'entreprise. Au niveau des apprenants, ce qui m'a le plus frappé, c'est bien évidemment la question de la rémunération dans sa globalité en tant que telle, mais c'est quand même aussi cette attention à la mobilité et donc aussi à la proximité des lieux d'apprentissage et des lieux de travail. Et probablement qu'il faudra avoir un peu plus d'audace sur les localisations et la cohabitation IFA-PME-CFA, de manière à avoir peut-être une vue territoriale qui soit un peu plus cohérente, intégrée, et ça revient bien évidemment au rôle notamment des IBF de pouvoir mettre en valeur ces éléments-là. J'ai aussi noté, parce qu'il y a toujours un pot quand il y a des fleurs, mais j'ai aussi noté qu'il y a peut-être un manque dans le travail qui a été fait, c'est de donner la parole aux formateurs. Et je pense que c'est important de pouvoir écouter aussi les formateurs en tant qu'individus et non pas en tant que représentants institutionnels. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de leurs conditions de travail, de leur volonté, de leurs perspectives. Et ça permettrait notamment, je pense au niveau des CFA, de poser la question de l'intégration des CFA dans des PO qui sont des PO globaux. Parce que si l'on parle de l'image de marque dans le grand public, de l'image de marque au niveau des entreprises, de l'image de marque des familles, je pense qu'il y a peut-être aussi des images de marque qui ne sont pas toujours glorieuses dans le monde de l'enseignement, et que le monde de l'enseignement lui-même considère peut-être des fois les CFA comme étant le lieu de relégation. Et on sait bien qu'à certains moments, c'est des fois des questions de survie de section qui font qu'on garde ou qu'on évacue des jeunes, pas toujours dans l'intérêt du jeune d'ailleurs. Alors, avec tout cela, et j'en terminerai par là, ce processus participatif que vous avez mis en place, il ne faut absolument pas le garder pour soi. Oui, il y a toute une série de formules que vous avez identifiées, de mise à disposition de cela. Moi, j'ai envie de dire le porte-à-porte. Le porte-à-porte, il faut aller retrouver les différents ministres
Je pense qu'on l'a dit, je tombe plus sur le nom toujours, c'est les États généraux, parce que des fois c'est les assises, les États généraux de l'enseignement qui ont été promis par bon nombre de ministres ne se feront pas, effectivement. Ils vont se le réserver à eux tout seuls. C'est les 4 ou 5 ministres avec les ministres présidents qui veulent faire du travail dans leur coin. Eh bien non, sortons du bois en tant qu'IBF. Allons présenter l'ensemble de votre travail, ministre par ministre, et soyons incisifs, en ce compris dans la communication externe. Je pense que Françoise Houybrin, la présidente de l'IBF de WIWAREM, l'a dit. L'Assemblée générale des bassins aura lieu le 9 juin. C'est important de prendre une décision, non pas uniquement d'informer les représentants des ministres, les représentants de l'IFAP, mais les représentants de l'enseignement qui sont dans cette Assemblée générale. Je pense qu'il faut aller bousculer un peu nos ministres et être incisif en la matière. Et sous forme un peu provocatrice, je terminerai par une dernière proposition. Eh bien, finalement, si l'alternance était une réelle priorité de nos ministres, arrêtons d'avoir 3 ministres actuels, plus la ministre de l'enseignement supérieur qui officiellement n'est toujours pas concernée. Ça en fait déjà 4. Et je ne parle pas même d'un ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui veut aussi s'emparer lui-même de ce dossier-là. Eh bien, au lieu d'avoir tout ce monde au pilotage de l'alternance, soyons impertinents et demandons qu'il n'y ait qu'un seul ministre de l'alternance dans son ensemble. Un seul ou une seule ministre de l'alternance. Et je pense qu'avec tous les éléments que vous avez mis sur la table, nous avons des arguments pour avancer dans ce dossier et ça ne sera pas un consultant extérieur qui fera un meilleur travail que le travail que vous avez tous réalisé et tous commenté dans vos questions. Félicitations et merci à chacun et je cède la parole aux organisateurs. Merci, Monsieur Antoine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce temps d'échange. Il me revient de dresser les remerciements finaux. Un tout grand merci à Monsieur Antoine pour son écoute active de ce webinaire et cette très belle mise en perspective, ces petites sorties provocatrices. Merci aux présentatrices Marianne, Michel, Yana et Françoise pour la qualité des interventions, mais aussi pour leurs réponses lors des échanges, lors du question-réponse. Merci à Monsieur Goreux et Magnette aussi pour leur participation active au temps de questions-réponses. Merci à Françoise pour son introduction et son cadrage. Merci aux collègues à la technique et à la régie de cet événement, et plus particulièrement à Magali, Christelle et Cindy. Un grand merci aux membres du groupe de travail traitement de l'enquête pour leur implication dans la préparation et l'organisation de cette rencontre, ainsi que dans la réalisation du rapport d'enquête. Merci à vous, les participants, pour votre attention, mais également pour vos réactions, pour vos nombreuses questions qui ont nourri également ce webinaire. Alors, je vous rappelle que le replay du webinaire sera disponible sur notre site et notre chaîne YouTube, que le rapport d'enquête sera disponible avant la fin de semaine sur notre site et sera également diffusé via le portail Interbassin. Nous vous souhaitons une bonne fin de matinée, bon appétit, un bon après-midi et maintenant, à nous tous de jouer. Au revoir.